informel, ça fait super plaisir de voir autant de monde pour la rencontre. Alors, est-ce que le sujet, est-ce que l'auteur, est-ce que... Non, un peu de tout ça. Peut-être la curiosité de venir voir l'IMVT, ce gros navire plein de béton et de verre au centre-ville et à Belzins. Enfin, en tous les cas, on est très heureux d'accueillir Bruno Le Dantec, Patrick Lacoste d'un Centre Public pour tous. Et tout ce beau monde à l'invitation, à l'initiative de Martha Stalla de l'IER. Voilà, je remercie encore et je vous souhaite une bonne écoute de tout ça. Merci. Merci à vous. Merci Cécile. Alors, bonsoir à tous et toutes. Alors, je suis vraiment contente d'avoir pu être à l'initiative de cette rencontre dans les cycles un peu de rencontres autour de l'ouvrage qui ont lieu ici dans la bibliothèque de l'IMVT. Je suis très contente qu'on puisse introduire et présenter et surtout découvrir, ou mieux redécouvrir les livres La ville sans nom, Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent, avec son auteur, Bruno Le Dantec, donc journaliste, écrivain, mais aussi ami. Donc merci d'être là. Et aussi avec donc Patrick Lacoste, urbaniste, ancien chef de service à la région et surtout infatigable militant au sein de l'association Un Centre-Ville pour tous. Donc merci à Patrick aussi d'avoir répondu, à tous les deux, merci d'avoir répondu avec enthousiasme à cette invitation donc, de ce moment de rencontre, débat, échange autour de ces questions qui nous animent tous. Donc je me présente peut-être aussi parce que je suis Martha Stalla, donc je suis architecte urbaniste depuis une vingtaine d'années ici à Marseille. Et depuis 3 ans, effectivement, je suis aussi professeure contractuelle à l'UR, donc l'Institut d'urbanisme, aménagement territorial, qui se trouve ici à l'IMVT avec l'école d'architecture et l'école des paysages. Et avant de commencer, je voulais vraiment remercier l'équipe de la bibliothèque, et notamment Sarah Hugues et Cécile Grignard pour leur accueil et leur enthousiasme sur l'organisation de cette rencontre. Et aussi leur travail de préparation, parce que je vous signale qu'elles ont préparé une très belle sélection d'ouvrages qui se trouvent à l'entrée de la bibliothèque. Et ils ont aussi rédigé une petite liste donc, de cette sélection bibliographique que vous pouvez aussi retrouver pour continuer vos lectures. Alors, peut-être juste un mot pour expliquer l'origine de cette rencontre. Donc, d'un livre qui avait été édité une première fois en 2007. Donc, Bruno, il va nous raconter donc, l'origine de cette histoire. Et donc, qui a été réédité cette année au mois de mai 2024, en juin. Et donc, au moment où j'avais déjà lu le livre de Bruno lors de sa première édition. Mais là, donc, il m'avait demandé, entre autres, de faire partie de la bande des relecteurs de l'introduction à cette nouvelle édition. Et ça m'a permis de me replonger dans ce petit livre, entre guillemets, parce que c'est un livre qui est très puissant. Donc, cette collecte des citations lues une après l'autre, ça fait comme un effet d'accumulation et un effet de résonance et d'augmentation de ce discours qui souvent qui est très violent et très dur et qui on trouve souvent un accompagnement des projets de rénovation urbaine, donc des projets sur la ville pour sa rénovation. Et donc, des projets qui devraient porter un peu l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Et on se retrouve un peu à avoir émergé un discours, pas tellement de l'intérêt collectif, mais des intérêts un peu particuliers qui peuvent être cachés des fois derrière les mots. Et donc, qui nous fait réfléchir, et ça nous questionne beaucoup sur qui fait la ville, donc qui fait la ville et pour qui on fait la ville. Donc, c'est une question qui revient si souvent. Et une autre raison pour laquelle ça m'est semblé important de parler de ce livre, c'est aussi l'importance de fixer les mots, de garder trace, garder mémoire des choses qui sont dites dans ces temps où en fait on est dans une réécriture perpétuelle de la réalité, du présent et de l'histoire, donc d'interprétation,
des paroles qui sont dites, vite oubliées, vite niées. Et je pense que les avoir noir sur blanc tout ensemble, c'est très important. Donc voilà pourquoi j'avais proposé donc à Sarah et Cécile d'acquérir ce livre pour l'avoir en bibliothèque et pour qu'il soit accessible aux étudiants et étudiantes des 3 écoles. Et donc, de cette initiative est née aussi cette rencontre. Voilà. Donc, une petite dernière chose que je voulais préciser aussi, c'est le choix de la date. Donc, le livre, il est sorti en juin, on disait. Mais on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant peut-être de proposer une rencontre pour parler donc, de ces questions de fabrique de la ville le plus près du début du procès sur la rue d'Aubagne. Donc on y reviendra sur ça aussi, mais je trouvais que c'était important d'alimenter aussi ici le débat sur ces questions. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je devais dire. Et donc, je laisse la parole à Bruno qui va nous raconter pour commencer la genèse donc, de ce livre. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à la bibliothèque de me recevoir. Donc je vais, essayer. Déjà, je voudrais dire, pour que vous sachiez d'où je parle, que je suis ni urbaniste, ni architecte. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que voilà, Marseille c'est ma ville, j'y suis né, j'en suis parti pendant longtemps, mais j'y suis revenu, et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, ça pour vous dire que j'ai publié d'autres choses sur d'autres sujets. J'ai pas une spécialisation quand j'écris des bouquins. Il y en a un, par exemple, pour faire vite, que j'ai écrit à deux. On l'a écrit à deux avec Mahmoud Traoré. C'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui part de Dakar sans pratiquement argent ni passeport et qui raconte son voyage qui dure 3 ans, au moins 3 ans, entre Dakar et Séville, en Andalousie. Il y a ce bouquin-là. J'ai publié aussi sur le Mexique. Le premier livre que j'ai publié, là, c'était Tendre Venin, c'est une chronique de voyage au moment du soulèvement, c'était le siècle dernier, du soulèvement des communautés mayas, zapatistes du Chiapas, au sud du Mexique. Et dernièrement, au début de l'année, j'ai publié aussi un bouquin sur mon père, qui raconte sa mort pendant le Covid, et au-delà, qui raconte la gestion de la crise sanitaire, ma relation avec mon père. C'est un drôle d'objet que je n'avais pas prévu d'écrire, mais auquel je tiens aussi. Voilà. Et pour revenir à ce livre qui nous intéresse, il faut que je vous dise que donc, la première édition de La Ville sans nom, comme le disait Martha, c'était en 2007, mais ce petit livre a un grand frère, et il est là. Si vous voulez, je vous le passerai, si vous voulez le feuilleter. C'est Psychogéographie, donc c'est signé par Antoine D'Agata et Bruno Le Dantec. C'est pour expliquer d'où vient l'idée de rassembler toutes ces phrases qui expriment une détestation de la ville, une détestation de Marseille. Il est important de revenir aux sources. Ça remonte à 2002. Antoine D'Agata venait de recevoir, donc c'est un ami du lycée avec qui on a pas mal voyagé, en particulier en Amérique centrale. Et en 2002, il venait de recevoir le prix national de photographie NIPS et Euroméditerranée, l'établissement public Euroméditerranée, qui, je pense que vous en avez tous entendu parler, à l'époque était présenté comme le plus grand projet au niveau européen de rénovation urbaine. Donc ça a démarré avec une première tranche qui avait comme vitrine, et on en parlera tout à l'heure, la rue de la République, et qui s'étendait ensuite sur tous les quartiers portuaires, et aujourd'hui avec sa deuxième tranche qui arrive jusqu'à Gèze, au marché aux puces. Voilà. Donc cet établissement public prend contact avec Antoine
et 3 autres photographes, et leur passe une commande publique pour un accompagnement culturel des mutations urbaines qui sont en cours, qui démarrent à ce moment-là, on peut dire. Et donc Antoine accepte, il commence à travailler, et assez rapidement il se sent mal à l'aise en se rendant compte que là on est dans des quartiers qui sont présentés comme pratiquement semi-désertiques. Il y a très peu de gens qui vivent, paraît-il, il y a une densité urbaine très... c'est des quartiers un peu à l'abandon, le port a périclité, le temps des colonies et de l'industrie est derrière nous, et donc il faut redynamiser ces quartiers. Et en fait, Antoine a donc la puce à l'oreille, et il m'appelle et il me dit je n'ai vraiment pas envie de servir d'alibi culturel à un projet qui, me semble-t-il, vise à déplacer des populations, à refaire des quartiers sans tenir compte, ou plutôt en tenant compte de la population qui y est présente, pas pour rénover pour eux, mais pour les faire partir. Voilà. Et comme dans les cahiers des charges d'Euroméditerranée, les déclarations d'intention, les discours politiques, c'était pas ce qui était dit. On parlait donc de redynamisation, de mixité sociale, etc. On a eu l'idée d'aller chercher, de creuser un peu, de trouver une expression plus crue de la philosophie de ce qui nous semblait être la philosophie sous-jacente de ce projet. C'est comme ça qu'on a commencé à chercher ces fameuses petites phrases qui constituent le corps de ce livre aujourd'hui. Et donc des phrases, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de détestation de la ville, qui dit que cette ville, c'est une ville pas comme il faut la changer radicalement. Et donc on accumule des citations. Au début, c'était des citations d'actualité, des hommes politiques du moment, des promoteurs, des présidents d'Euroméditerranée, des présidents des représentants de grands groupes du BTP. Et petit à petit, nos recherches nous ont amenés à remonter dans le temps et à tomber sur des citations qui font étrangement écho, même si elles sont lointaines dans le temps, avec celles d'aujourd'hui. Et donc on s'est dit, c'est intéressant. Pourquoi cette obsession? Parce qu'on est remonté jusqu'à la fin, on arrive jusqu'à Louis XIV. Et on se rend compte que cette détestation du Marseille populaire vient de très loin. C'est une détestation qui est un mélange de mépris et de crainte, en fait, de ce Marseille-là. Voilà. Donc on a bossé, donc Antoine a fait des photos, on a rassemblé ces phrases, et quand Euroméditerranée a pris connaissance du résultat du travail, ils ont pas voulu le montrer. Ils ont refusé, et les photos d'Antoine ont été montrées uniquement à 100 km d'ici, à l'abbaye de Montmajour, dans le cadre des rencontres internationales de la photographie d'Arles, sans les phrases. Une fois que c'était montré, la primeur de celui qui passe commande était caduque, et donc on s'est dit, là maintenant le travail nous appartient, on peut essayer de le montrer dans sa version complète. On a commencé à chercher des éditeurs pour en faire un livre. À Marseille, tous les éditeurs de l'époque, en tout cas, qu'on a contactés, craignaient énormément de mettre les mains là-dedans, par crainte, je pense, de perdre des financements. Et il y a un éditeur en particulier qui est spécialisé dans la photo, qui était intéressé a priori, mais qui nous a laissé entendre que les phrases étaient sorties de leur contexte et que c'était excessif. C'était le discours qu'on avait était excessif. Et on a finalement trouvé Le Point du Jour, basé loin d'ici à Cherbourg et à Paris, qui a bien voulu publier ce livre. Donc, là, je vous le passe, si vous voulez. Et avec une exigence, c'était que je fasse un énorme boulot. Ça a été vraiment beaucoup de travail, peut-être plus que la recherche elle-même des phrases. C'est sourcer
de manière très précise d'où viennent ces phrases, qui les a dites, quel jour, dans quel média, dans quel livre. Parce que la crainte était de se taper un procès en diffamation, quoi. Les phrases sont tellement violentes, certaines d'entre elles, que effectivement, voilà, on se disait, mais est-ce que... Enfin, moi je savais qu'elles avaient vraiment été prononcées, mais l'éditeur, en tout cas, a exigé qu'on soit très précis dans les sources. Et je vais conclure cette introduction avec une anecdote qui est parlante. C'est que juste quand le livre sort, on prévoit une présentation à la librairie L'Odeur du Temps, et on sort des affiches qui ressemblaient beaucoup à celles que vous avez vues là sur les sièges, là, qui a dit ça. Donc avec une esthétique un peu comme avis à la population, là, on s'inspirait des affiches de la Commune de Paris, un peu là, voilà, très sobre et avec une espèce de quiz qui propose quelques-unes de ces phrases et qui demande aux gens de deviner qui a dit ça. Et donc il y a à chaque fois trois solutions proposées. On pourra y jouer un peu tout à l'heure si vous voulez, ça peut être marrant. Et on a été, alors qu'on collait les affiches pour annoncer la présentation du livre, on a été arrêté par une patrouille de la brigade anticriminalité, et on a été amené à l'évêché. On nous a fait des photos anthropométriques, prises à l'époque il n'y avait pas l'ADN, mais les empreintes. Et donc les policiers qui nous avaient arrêtés étaient persuadés qu'ils étaient tombés sur une grosse affaire, que ça allait faire un procès retentissant en diffamation. Et ensuite, le soufflet est retombé. On est quand même resté de bonnes heures, je crois, si je me rappelle bien, au commissariat. Et puis un officier nous a raccompagnés gentiment jusqu'à la porte en nous disant bon, ben, on vous contactera si une des personnes incriminées porte plainte. Chose qui, bien sûr, n'est jamais arrivée puisque les sources étaient vérifiées. Voilà. J'ai parlé, je crois que on peut passer la parole à Patrick pour Méditerranée, non ? C'était l'idée, justement. La transition était notre Euroméditerranée qui a à l'origine, finalement, même si malgré lui, malgré l'établissement public du livre, ce discours, effectivement, d'un projet de rénovation urbaine dans un quartier d'arrière-port qui n'était pas très habité, à Rennes, qui était que des entrepôts, le quartier des Crottes, maintenant, sur la phase 2, qui a très peu d'habitants, que 4000 habitants. Donc certes, ça peut sembler peu par rapport aux 30 000 nouveaux habitants qui amèneraient Euroméditerranée. Mais donc, c'était juste, moi quand je suis arrivée à Marseille en 2001, j'ai travaillé pour un urbaniste qui redessinait petitement les plans schéma directeur, les plans guides d'Euroméditerranée. Et j'ai beaucoup pris des photos dans les quartiers d'Arennes, que je me suis beaucoup baladée pour cet urbaniste, pour son travail. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sacrée vie à Rennes, même si peut-être que c'était pas densément habité comme on le souhaitait. Et il y avait une vraie vitalité. Et une petite anecdote, c'est les bars des camionneurs qui a résisté jusqu'à la fin donc dans ces quartiers. Et voilà, donc c'était pour se dire aussi quelle place ont les habitants dans ces grands projets de rénovation. Et donc passer la parole à Patrick aussi sur la question de la rue de la République qui était pourtant bien habitée. Donc voilà. Tu pourras aussi parler des origines et de Centre pour tous. Je vais le faire ou peut-être un peu plus tard. Alors bon, moi je m'appelle Patrick Lacoste. Là je suis retraité, ça se voit. Hein. Et professionnellement, j'étais plutôt versé dans l'urbanisme. Je dirigeais derrière moi, là, devant vous, au conseil régional, le service foncier urbanisme pendant 6 ans. Et après, pendant presque 10 ans, j'ai dirigé
le service études, observation géographique, économique et prospective. Bon, prospective, on n'en faisait pas beaucoup, mais enfin, le reste, on le faisait. C'est des bonnes équipes d'ingénieurs, d'archives, tout ça. Donc voilà, pourquoi je dis ça? Parce que ça me donnait un petit peu de qualification quand on a fondé Centre-Ville pour tous en 2000, ou autour de 2000, formellement en 2000, mais les expulsions massives de vieux travailleurs et de familles du centre-ville avaient commencé bien avant. Et c'était accéléré, avait commencé sous de fer, cette volonté de changer la population du centre, mais c'était extrêmement accéléré à l'arrivée de Gaudin au pouvoir en 1993. Et ils avaient inventé des systèmes qui avaient été essayés à Nice et à Toulon, des modèles économiques extrêmement intéressants pour les 5% les plus riches, basés sur la défiscalisation. Alors, les étudiants en urbanisme, là-bas au fond, vous savez tout ce que c'est que la défiscalisation, Robien, Pinel et tout ça. Vous savez tout. Et il faudra que vous l'appreniez, quand même. On le mettra dans les concours de fin d'année. Ils avaient inventé un système qui consistait à racheter des immeubles pas chers, à les retaper pour le compte de futurs propriétaires. On appelle ça une affule. Les retaper sur le compte de futurs propriétaires avec de très puissantes subventions publiques, puisque la moitié ou parfois plus des travaux pourraient être rendus par l'État aux futurs propriétaires qui retapaient ces immeubles. Et avec tout ça, le propriétaire futur qui était recherché vise à déplacer des populations, à refaire des quartiers sans tenir compte, ou plutôt en tenant compte de la population qui y est présente, pas pour rénover pour eux, mais pour les faire partir. Voilà. Et comme dans les cahiers des charges d'Euroméditerranée, les déclarations d'intention, les discours politiques, c'était pas ce qui était dit. On parlait donc de redynamisation, de mixité sociale, etc. On a eu l'idée d'aller chercher, de creuser un peu, de trouver une expression plus crue de la philosophie de ce qui nous semblait être la philosophie sous-jacente de ce projet. C'est comme ça qu'on a commencé à chercher ces fameuses petites phrases qui constituent le corps de ce livre aujourd'hui. Et donc des phrases, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de détestation de la ville, qui dit que cette ville, c'est une ville pas comme il faut la changer radicalement. Et donc on accumule des citations. Au début, c'était des citations d'actualité, des hommes politiques du moment, des promoteurs, des présidents d'Euroméditerranée, des présidents des représentants de grands groupes du BTP. Et petit à petit, nos recherches nous ont amenés à remonter dans le temps et à tomber sur des citations qui font étrangement écho, même si elles sont lointaines dans le temps, avec celles d'aujourd'hui. Et donc on s'est dit, c'est intéressant. Pourquoi cette obsession? Parce qu'on est remonté jusqu'à la fin, on arrive jusqu'à Louis XIV. Et on se rend compte que cette détestation du Marseille populaire vient de très loin. C'est une détestation qui est un mélange de mépris et de crainte, en fait, de ce Marseille-là. Voilà. Donc, on a bossé. Donc, Antoine a fait des photos. On a rassemblé ces phrases. Et quand Euroméditerranée a pris connaissance du résultat du travail, ils ont pas voulu le montrer. Ils ont refusé. Et les photos d'Antoine ont été montrées uniquement à 100 km d'ici, à l'abbaye de Montmajour, dans le cadre des rencontres internationales de la photographie d'Arles, sans les phrases. Une fois que c'était montré, la primeur de celui qui passe commande était caduque, et donc on s'est dit, là maintenant, le travail nous appartient, on peut essayer de le montrer dans sa version complète. On a commencé à chercher des éditeurs pour en faire un livre. À Marseille, tous les éditeurs de l'époque, en tout cas, qu'on a contactés, craignaient énormément de mettre les mains là-dedans, par crainte, je pense, de perdre des financements.
Et il y a un éditeur en particulier qui est spécialisé dans la photo, qui était intéressé a priori, mais qui nous a laissé entendre que les phrases étaient sorties de leur contexte et que c'était excessif. C'était le discours qu'on avait était excessif. Et on a finalement trouvé Le Point du Jour, basé loin d'ici à Cherbourg et à Paris, qui a bien voulu publier ce livre. Donc, là, je vous le passe, si vous voulez. Et avec une exigence, c'était que je fasse un énorme boulot. Ça a été vraiment beaucoup de travail, peut-être plus que la recherche elle-même des phrases. C'est sourcer de manière très précise d'où viennent ces phrases, qui les a dites, quel jour, dans quel média, dans quel livre. Parce que la crainte était de se taper un procès en diffamation, quoi. Les phrases sont tellement violentes, certaines d'entre elles, que effectivement, voilà, on se disait, mais est-ce que... Enfin, moi je savais qu'elles avaient vraiment été prononcées, mais l'éditeur, en tout cas, a exigé qu'on soit très précis dans les sources. Et je vais conclure cette introduction avec une anecdote qui est parlante. C'est que juste quand le livre sort, on prévoit une présentation à la librairie L'Odeur du Temps, et on sort des affiches qui ressemblaient beaucoup à celles que vous avez vues là sur les sièges, là, qui a dit ça. Donc avec une esthétique un peu comme avis à la population, là, on s'inspirait des affiches de la Commune de Paris, un peu là, voilà, très sobre et avec une espèce de quiz qui propose quelques-unes de ces phrases et qui demande aux gens de deviner qui a dit ça. Et donc il y a chaque fois trois solutions proposées. On pourra y jouer un peu tout à l'heure si vous voulez, ça peut être marrant. Et on a été, alors qu'on collait les affiches pour annoncer la présentation du livre, on a été arrêté par une patrouille de la brigade anticriminalité et on a été amené à l'évêché. On nous a fait des photos anthropométriques, prises à l'époque il n'y avait pas l'ADN, mais les empreintes. Et donc les policiers qui nous avaient arrêtés étaient persuadés qu'ils étaient tombés sur une grosse affaire, que ça allait faire un procès retentissant en diffamation. Et ensuite le soufflet est retombé, on est quand même resté de bonnes heures, je crois, si je me rappelle bien, au commissariat. Et puis un officier nous a raccompagnés gentiment jusqu'à la porte en nous disant on vous contactera si une des personnes incriminées porte plainte. Chose qui, bien sûr, n'est jamais arrivée puisque les sources étaient vérifiées. Voilà. J'ai parlé, je crois que on peut passer la parole à Patrick pour Méditerranée, non ? C'était l'idée, justement. La transition était Euroméditerranée qui a à l'origine, finalement, même si malgré lui, malgré l'établissement public du livre, ce discours, effectivement, d'un projet de rénovation urbaine dans un quartier d'arrière-port qui n'était pas très habité, à Rennes, qui était que des entrepôts, le quartier des Crottes, maintenant, sur la phase 2, qui a très peu d'habitants, que 4000 habitants. Donc certes, ça peut sembler peu par rapport aux 30 000 nouveaux habitants qui amèneraient Euroméditerranée. Mais donc, c'était juste, moi quand je suis arrivée à Marseille en 2001, j'ai travaillé pour un urbaniste qui redessinait petitement les plans schéma directeur, les plans guides d'Euroméditerranée. Et j'ai beaucoup pris des photos dans les quartiers d'Arennes, que je me suis beaucoup baladée pour cet urbaniste, pour son travail. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sacrée vie à Rennes, même si peut-être que c'était pas densement habité comme on le souhaitait.
Et il y avait une vraie vitalité. Et une petite anecdote, c'est les bars des camionneurs qui a résisté jusqu'à la fin donc dans ces quartiers. Et voilà, donc c'était pour se dire aussi quelle place ont les habitants dans ces grands projets de rénovation. Et donc passer la parole à Patrick aussi sur la question de la rue de la République qui était pourtant bien habitée. Et, donc voilà. Tu pourras aussi parler des origines et de Centre-Ville pour tous. Ah, je vais le faire, ou peut-être un peu plus tard. Alors bon, moi je m'appelle Patrick Lacoste, là je suis retraité, ça se voit. Hein. Et professionnellement, j'étais plutôt versé dans l'urbanisme. Je dirigeais derrière moi, là, devant vous, au conseil régional, le service foncier urbanisme, pendant 6 ans. Et après, pendant presque 10 ans, j'ai dirigé le service études, observation géographique, économique et prospective. Bon, prospective, on n'en faisait pas beaucoup, mais enfin, le reste, on le faisait. C'est des bonnes équipes d'ingénieurs, d'archives, tout ça. Donc voilà, pourquoi je dis ça? Parce que ça me donnait un petit peu de qualification quand on a fondé Centre-Ville pour tous en 2000, ou autour de 2000, formellement en 2000, mais les expulsions massives de vieux travailleurs et de familles du centre-ville avaient commencé bien avant. Et c'était accéléré, avait commencé sous de fer, cette volonté de changer la population du centre, mais c'était extrêmement accéléré à l'arrivée de Gaudin au pouvoir en 1993. Et ils avaient inventé des systèmes qui avaient été essayés à Nice et à Toulon, des modèles économiques extrêmement intéressants pour les 5% les plus riches, basés sur la défiscalisation. Alors, les étudiants d'urbanisme, là-bas au fond, vous savez tout ce que c'est que la défiscalisation, Robien, Pinel et tout ça. Vous savez tout. Et il faudra que vous l'appreniez, quand même. On le mettra dans les concours de fin d'année. Ils avaient inventé un système qui consistait à racheter des immeubles pas chers, à les retaper pour le compte de futurs propriétaires. On appelle ça une affule. Les retaper sous le compte de futurs propriétaires avec de très puissantes subventions publiques, puisque la moitié ou parfois plus des travaux pourraient être rendus par l'État aux futurs propriétaires qui retapaient ces immeubles. Et avec tout ça, le propriétaire futur qui était recherché était un notaire, un footballeur, quelqu'un de très aisé dans la tranche des 45% d'impôts. La tranche de 45% d'impôts, d'accord? Donc ça, c'est moins de 5% des Français. Et la défiscalisation consistait à sortir les dépenses qu'il avait faites réellement, celui qui réhabilite, de son impôt. Il leur racontait, par exemple, ils arrivaient gentiment, souvent au début, ils s'introduisaient chez une vieille dame, chez un vieux monsieur, et il leur disait qu'ils allaient tout restructurer dans l'immeuble, et qu'il y aurait un moment où il n'y aurait plus ni ascenseur, ni cage d'escalier. Donc si vous voulez rester, vous pouvez, mais il vaudrait mieux partir. Il y a eu le cas aussi documenté, parce que c'est allé en procès après, d'une vieille dame qui reçoit un de ses médiateurs, et le médiateur lui dit « Madame, pourquoi vous partez pas vivre ailleurs? Là, allez vivre avec votre fils. » Il voit la photo du fils de la vieille dame sur la télé, et la vieille dame lui dit « Il est mort, vous voulez que j'aille au cimetière avec lui ?» Et il y a eu des procès, il y a eu des plaintes déposées contre les activités musclées de ces gens-là. Et il y avait aussi, là je ne l'ai pas retrouvé, mais Madame Servan, qui était adjointe au maire à l'urbanisme à l'époque, pour M. Gaudin, qui disait clairement ce que tu as dit tout à l'heure, on est en train de rénover et je ne tiens pas à ce que les 600 familles restent dans le quartier. On les aidera à se reloger, mais pas ici. Voilà, c'était dit quand même assez clairement. Je ne sais plus dans quel média, si c'était national ou... Voilà. C'était la conférence de presse qu'il a fait avec le patron de l'Eurstar de l'époque et son représentant en France. C'était une conférence de presse commune, mairie et investisseurs, avec le miracle des Américains qui vont tout réhabiliter en 4 ans, disait-il. On voit souvent, là, tu disais avec raison, que les hommes et femmes politiques
Marseillais préfèrent déclarer leurs intentions claires et nettes dans la presse nationale, qui n'est pas lue par les Marseillais en général. Mais ils sont souvent poussés aux fesses par les promoteurs. Et donc quand ils font des conférences communes, on l'a vu pour l'île aux Feuillants, comme ça, il y a le promoteur qui vient faire un hôtel de luxe à Noailles, là où les immeubles vont s'effondrer peu de temps après, qui dit enfin, pourquoi vous avez honte? Parce que voilà, on était en pleine bataille de la plaine, donc il marchait sur des œufs, et je ne sais plus quel était l'élu qui avait dit on fait attention, ce n'est pas incompatible avec le caractère populaire du marché de Noailles, etc. Et le promoteur prend la parole juste après et dit enfin, nous on a fait le même projet, le même type de projet à Montpellier, et les gens à Montpellier n'avaient pas honte de dire que c'était pour changer complètement la configuration du quartier. Bien évidemment que non, à terme, la clientèle d'un hôtel de luxe ne peut pas cohabiter avec les vendeurs de cigarettes à la sauvette et le marché de Noailles. Donc ils sont pris au piège souvent par ce genre de montage d'alliances publiques-privées. Et si vous voulez, on peut s'amuser à mettre en abîme. Donc je vous parlais des époques différentes. Et c'est quand même assez troublant. Il y a quelques phrases que vous avez sans doute vues là, sur les affichettes. On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose. Ça a bien été dit. Et ça fait écho avec cette autre phrase, je crois elle est aussi sur des affichettes. Je crois que Marseille est incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants et d'une transfusion d'hommes du Nord. Là, on est dans le plus brutal, plus violent, c'est difficile. C'est qui a dit ça? Selon vous, vous avez la réponse. C'est... Ravier? Ça pourrait, hein? Ça pourrait. Non, la dernière. Zéro. La dernière, non. En fait, ces deux phrases que je viens de lire, il y a plus d'un siècle d'intervalle entre les deux. La deuxième date de la terreur, pendant l'époque de la terreur, pendant la Révolution française. C'est un certain Louis Fréron, proconsul, envoyé par Paris pour mater Marseille au moment où Marseille était girondine et Paris était montagnard. Et donc, il parle de cette transfusion d'hommes du Nord et de Marseille incurable à jamais, au moment où il vient de dresser une guillotine sur le bas de la Canebière et où quelques centaines de Marseillais vont se faire raccourcir. C'est le moment où la ville est déchue de son nom, pour la punir d'avoir choisi le mauvais camp et d'être fédéraliste alors que Paris est hyper centraliste, déjà à ce moment-là, et que donc pendant quelques semaines, sur tous les bordereaux, sur tous les avis à la population officiels, on ne dit plus Marseille, on dit la ville sans nom. Et l'autre est la première donc, que j'ai lue, il faut se débarrasser de la moitié des habitants, c'est quand même fou, mais c'est un élu qui dit ça. Un élu qui, en 2003, donc Claude Valette, adjoint au maire de Marseille, délégué à l'urbanisme. Et ça paraît dingue quand même qu'on puisse dire ça quand on est élu au suffrage universel. Avouez qu'on peut se débarrasser de la moitié de ses potentiels électeurs. Ça en dit long sur les limites de la démocratie représentative. Si on peut se permettre ça, c'est qu'il y a quelque chose il y a des mécanismes là, qui coincent. Et c'était déclaré à un journaliste du Figaro qui s'appelle Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour, dans la nouvelle version de ce livre, apparaît dans ses citations plus anciennes comme journaliste, mais après il apparaît aussi en tant que politicien. Où il dit, par exemple, pendant la campagne présidentielle de 2021, Marseille est l'avenir de la France et dans 20 ans, si on ne fait rien, toute la France sera comme Marseille, un Liban en grand. Je fais court.
Je vais vous en lire une et puis on essaie de deviner. Elle n'est pas sur les affiches, elle est plus récente. À Marseille, à mon avis, il faut tout reprendre à zéro. Parce que les quartiers, ce qu'on appelle les banlieues en Île-de-France, elles sont au cœur de la ville, marquées évidemment par la pauvreté, les inégalités, la violence et l'insécurité. C'est-à-dire que là-bas, il faut tout raser. Voilà. Là encore, on est dans la nuance. Il y a quelqu'un qui... De gauche. De gauche. Manuel Valls. Oui. Manuel Valls qui veut se faire, en fait, là, pour sa défense, il voulait se faire remarquer, il venait de se prendre une tôle à Barcelone, où il voulait devenir maire. Et il revient en France et il cherchait du boulot. Et c'est juste en septembre 2021, Emmanuel Macron était sur le point de lancer son plan Marseille en grand. Voilà. Et je pense qu'il voulait se faire remarquer pour peut-être avoir un job, quoi, voilà, dans ce grand projet. Et voilà, des phrases très violentes, il y en a énormément, qui se font écho au 19e siècle, dans les années 30 et pendant l'occupation. Il y en a des très violentes qui président au dynamitage du quartier du Vieux-Port. Puis après on revient et on a à peu près les mêmes mots, les mêmes obsessions hygiénistes comme ça. Rasons les vieux immeubles, redessinons les quartiers et développons actions sociales et services publics, mais il faut d'abord réprimer pour reprendre le contrôle des territoires abandonnés aux gangs. C'est bien d'une guerre qu'il s'agit. Ça, c'est dans l'Express, le 5 septembre 2012. Et c'est un éditorialiste bien connu sur les plateaux télé qui a toujours une écharpe rouge. Christophe Barbier. Et il y en a plusieurs qui viennent de lui qui sont... ils font un mano à mano à un moment donné. Aujourd'hui, face aux engins de guerre utilisés par les réseaux, il n'y a que l'armée qui puisse intervenir pour désarmer les dealers d'abord, et puis pour bloquer l'accès des quartiers aux clients. Comme en temps de guerre, avec des barrages. Même si cela doit durer 1 an ou 2, il faut tenir. Là, il faut que tu leur laisses quelques secondes pour qu'ils trouvent. Voilà. Samia Ghali, oui. Ah, donc sénatrice maire, PS à l'époque, de 15-16. Et le Christophe Barbier qui dit à peu près la même chose aussi, à la même époque, en 2012. Il ne faut pas envoyer l'armée combattre dans ces quartiers, mais l'y installer. Gendarmes en tête. C'est par la présence au quotidien des serviteurs les plus dévoués de la République que ces zones de non-droit retrouveront une vie normale. Voilà. Donc, ségrégation sociale, injustice, racisme, tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est envoyer l'armée, quoi. Et après, il y a des thèmes plus récents. Non, il y en a une autre très belle qu'il faut lire aussi. Ces terrains doivent être, à notre avis, livrés aux grands capitaux qui, convaincus de l'avenir de cette zone, transformeront par la sorcellerie de l'urbanisme ces tertres tondus et pelés en un centre de bruit, de lumière et de richesse. C'est beau, hein? Nous ne voyons pour cela qu'un seul moyen, raser tout et vite, et sur les ruines de ces vieilles masures, bâtir une ville nouvelle. Là, toujours, hein, vous voyez les termes guerriers, quoi, et là, on est en 1934. On est en 1934 et ça annonce, 9 ans plus tard, le dynamitage du quartier de la mairie. Et c'est des gens qui sont... c'est des figures de l'histoire marseillaise. Hein. C'est Gaston Castel et Jean Ballard.
architecte et directeur de la revue le Cahier des Suds, les Cahiers des Suds. Voilà, c'est très violent et ça nous mène à la fin. Voilà, ça fait écho à des choses auxquelles on assiste beaucoup plus loin d'ici, mais toujours en Méditerranée en ce moment, sur des destructions, la destruction de Gaza, quoi, bien évidemment, dans des proportions complètement autres, mais on est dans les mêmes délires en fait. Et on parlera tout à l'heure de la langue employée, hein, et on en viendra au pourquoi, et je pense que le pourquoi est l'explication que je tentais dans la première version de ce livre, c'était pourquoi autant de violence dans les mots. C'est parce que, alors, il y a le parler gras marseillais, on parle mal dans la rue, on parle mal, donc voilà, les politiciens se mettent au diapason, hein, on pourrait croire, hein, c'est ça. Mais plus profondément, il y a l'idée qu'on a affaire, que les élites locales pensent avoir affaire à une population illégitime, dont la présence en ville, et principalement en centre-ville, dans les quartiers historiques, est illégitime. Et ça explique sans doute, et ça il faudra y revenir tout à l'heure. Dans les thématiques plus récentes, bon, il y a les déclarations, c'est plus connu peut-être, sur les effondrements de Noailles. Il y a les déclarations d'investisseurs Airbnb qui sont bien sûr moins violentes, mais qui procèdent de un peu la même mentalité. Tu penses au Bordelais, là, par exemple, Bordelais. Oui. Là c'est un autre. Oui, il y a un chirurgien bordelais qui a investi sur la rue Thiers, hein, près de la Plaine, et qui parle et qui dit que bon, c'est vrai qu'il a osé le dire à l'antenne, hein, devant les caméras de France 2, qu'il était au bord de l'illégalité, mais bon, ici, c'est bien connu, ici on se débrouille, c'est Marseille, bébé. Il le déclare face caméra, visiblement, il n'est pas en prison. Mais il y en a un autre là, Florent Richard, influenceur, coach et investisseur à distance pour location saisonnière type Airbnb, sur Instagram le 7 novembre 2023, qui déclare « Paris, c'est du patrimoine. Marseille, c'est de la renta. Ici, je gagne 3 SMIC par jour. La raison pour laquelle j'ai décidé d'investir à Marseille est la rentabilité, ainsi que le fait que ce soit une grande ville de France. Ensuite, j'ai appris à connaître cette ville avec ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. Marseille est souvent présentée comme sulfureuse, mais elle a également de nombreux atouts. Écoutez bien. Premièrement, proximité avec la mer. Deuxièmement, température agréable une bonne partie de l'année. Troisièmement, et j'en passe. L'investissement à distance à Marseille peut sembler risqué de prime abord, mais j'ai su le maîtriser et en faire une force. Sans risque, il n'y a pas de résultat. Donc c'est pas aussi violent que certaines autres phrases, mais c'est finalement une arrivée. Le résultat est violent, et on le voit, on commence à le sentir fortement sur la pression sur le logement et sur les loyers. Si je peux, en fait, ça fait écho à la prochaine thématique qu'on voulait aborder, donc on va essayer de se dire, mais en fait c'est les résultats un peu des politiques qui ont été menées sur la ville, dont parlait Patrick tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui on puisse parler de Marseille comme un lieu offert de la renta, où en fait on a accès à des immeubles pas chers, on peut acheter un immeuble entier en vendant un studio à Paris,
Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on le met sur Airbnb. Du coup, encore une fois, ça ne profite pas aux habitants qui sont dans ces quartiers et qui se sont vus éventuellement évacués pour faire un arrêté de péril sur leur immeuble. Et donc, ça nous fait arriver un peu à ce qu'il y a juste avant la renta, c'est la stratégie de l'abandon. Et c'est un sujet donc, que tu traites par des citations dans le bouquin. Et donc, ouvre la porte à tous les deux. Non, ce n'est pas la porte, mais bon, la parole. Sur cette idée de la stratégie de l'abandon, en faisant un petit point sur l'actualité aussi. Donc là, on a donc, la IN, SPLA IN, donc le nouveau établissement public qui est chargé donc, de grands projets de rénovation du centre-ville de Marseille, en particulier sur Noailles, et appuyé aussi sur d'autres îlots, sur la Belle des Mers, à Roche-Versailles et sur un îlot multisite. Mais donc, en fait, il se voit hériter, j'ai plus le chiffre en tête, des nombres d'immeubles, il me semble que c'est autour de 80. Le total, c'est 182. 182 immeubles déjà maîtrisés. Donc, maîtrisés, ça veut dire qu'ils ont été achetés par la puissance publique, donc que ce soit par Marseille Habitat ou par la ville ou encore par la Soleam aussi. Donc, ces immeubles qui sont achetés, maîtrisés, mais qui sont en attente qu'il se passe quelque chose. Et donc, ces immeubles qui aujourd'hui sont à la Spline et qui est sous le feu de projecteurs pour cette action en grande rénovation qu'on espère très efficace, en fait, elle s'appuie sur des décennies d'abandon d'immeubles qui étaient déjà de propriété publique, qui ont été laissés prendre l'eau par des toitures qui fuient, des fondations insalubres. Et donc, c'est le cas, par exemple, de 63, de la rue d'Aubagne, qui était des propriétés de Marseille Habitat, qui restaient les fenêtres grandes ouvertes à prendre l'eau depuis, je ne sais pas exactement combien de temps, mais plusieurs décennies. Alors, je ne sais pas à quel moment ils ont acquis l'immeuble, 2004, ouais. Parce que c'est des héritages aussi des premiers plans périmètres de restauration immobilière dont tu parlais, Patrick, tout à l'heure, donc ces acquisitions. Juste un truc, le 63 de la rue d'Aubagne non seulement était à l'abandon, mais il avait été déconstruit aussi pour éviter les squats. Aussi, donc c'est-à-dire on a Je cassé ne les sais, salles de bain. je sais pas s'ils avaient poussé le vice jusqu'à détruire une partie de la toiture. Il y a la vidéo. Ouais. Mais en tout cas, ils appellent ça aussi dévitaliser un immeuble, c'est-à-dire arracher tout ce qui est canalisation, etc. Arrivée d'eau, évacuation. Et du coup, donc, de tous ces immeubles qui sont dans cet état, au-delà du fait qu'ils se dégradent, en fait, ils dégradent aussi la vie d'un quartier. Je prends pour exemple la place Halle de la Croix. Il y a eu la réunion de concertation sur le réaménagement des espaces publics juste hier, il me semble. Donc, on va refaire la place, et sur cette place, il y a au moins 4 ou 5 immeubles qui sont de propriété publique depuis déjà de nombreuses années et qui sont en très mauvais état, qui dégradent aussi le fait de vivre dans un quartier où on a des immeubles murés à côté, où on a des problématiques, des structures aussi qui se passent de propriété mitoyenne à une autre. Donc voilà, c'est un peu remettre ça sur le plateau pour parler de cette stratégie de l'abandon, en sachant que donc sur le projet de rénovation de centre-ville avec la SPLAIN, on avait annoncé au tout début, avant sa création, 10 000 logements réhabilités et rénovés en 10 ans. Et là, on a tout juste lancé les premiers chantiers de rénovation de 4 immeubles sur Noailles. Donc voilà, c'était pour mettre un peu ça en perspective. Donc je ne sais pas qui des deux veut réagir d'abord sur cette idée de stratégie de l'abandon. C'est une stratégie, enfin si vous étudiez l'économie politique de l'immobilier, hein, c'est une stratégie très ancienne et très classique. C'est laisser de dégrader un quartier progressivement pour faire baisser les valeurs foncières et racheter quand c'est au plus bas. Et donc volontairement, j'en ai parlé tout à l'heure de la rue de la République, quand ils réussissaient à chasser un locataire
du 92 rue de la République. Je dis ça parce qu'il y avait un très vieux couple avec une femme handicapée et le monsieur, il avait 92 ans et il ne pouvait pas monter les 6 étages. Et quand Marseille, quand l'époque, le font Lone Star et ses agents français, il faut toujours des collabos, hein, donc les agents étaient français, ils n'étaient pas américains. Réussissent à acheter le 3e ou le 4e étage, ils cassent l'ascenseur et ils enlèvent les fenêtres. Donc immédiatement, l'immeuble commence à prendre l'eau, la cage d'escalier commence à pourrir, machin, etc. Mais c'est surtout que le vieux monsieur, il avait l'immeuble du 4e, du 5e, pardon, ils peuvent plus vivre là, ils vont partir. Et ils partent. Hein. Et donc ça, c'est des stratégies de dévalorisation très classiques. Si parfois vous voyez des immeubles avec des fenêtres vides, je vous invite à prendre le tramway boulevard des Dames, rue de la République, boulevard des Dames, et vous levez les yeux. Vous faites ça demain ou après-demain. Vous verrez, il y a un immeuble qui est vide, sans fenêtre depuis 14 ans. Okay. Sur la rue de la République. Sur la rue de la République. L'immeuble qui fait le coin en face du perroquet. La vitrine d'Euroméditerranée. 14 ans. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il est tout 14 ans, et récemment, pour empêcher les squats, ils ont enlevé les portes, ils ont enlevé les fenêtres. Voilà. Les stratégies de dévalorisation. Et alors ça, c'est très utilisé. On en parlera dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a 3 thèses qui sont en train de paraître, qui ont été très finement étudiées sur ces quartiers-là. Notamment celle de Charles Réveillère et celle de Reversa, c'est son prénom, sur les crottes. Et les crottes ont été dévitalisées, dépopulisées, enfin je ne sais plus comment dire, quoi, hein, vidées, pas complètement, mais en grande partie vidées, avec une stratégie de laisser faire. Bon, il y a un squat là, avec des gitans qui sont là depuis 6 ans, mais personne ne s'occupe d'eux, ils sont au milieu du quartier, et personne ne les ennuie, et ça perturbe énormément le quartier, énormément les voisins, parce que c'est un squat, ils jettent tout dehors et tout ça, mais personne ne fait rien, parce que ça permet de dévaloriser l'immobilier, de l'acheter pas cher. Ce que fait l'établissement public Euromed et l'établissement public foncier. Après, on passe le bulldozer. Donc moi, je ne vais pas faire beaucoup plus là, mais simplement, je vous invite, on a fait déjà 2 balades à Centre-Ville pour tous dans l'Euromed 2, et la stratégie du bulldozer après dévalorisation et après rachat, elle est complètement à l'œuvre dans l'Euromed 2 avec Smart Sale, Lilo Allard, Bouygues XXL, etc. Là, c'est des sociétés privées qui sont chargées de faire la ville à la place de la ville. Hein, c'est simple. On leur donne 200 hectares et vas-y. Voilà. On organisera des balades urbaines, d'autres, une 3e, une 4e, pour montrer ce que ça donne, pour que vous le ressentiez, parce que c'est terrible de le ressentir. Juste rapidement pour compléter, donc cette stratégie de l'abandon, effectivement, c'est une technique de la spéculation urbaine qui est universelle. Moi, je l'ai connue dans le quartier où j'ai vécu pendant 10 ans à Séville. C'était exactement la même chose. Et je pense que ça existe partout dans le monde. C'est se laisser pourrir pour déprécier un endroit et le rafler ensuite à bon marché. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant, je pense, souligner, c'est que cette même tactique peut être utilisée pour l'espace public. On l'a vu sur la Plaine, sur la place Jean Jaurès, qui a été, je ne sais pas si tout le monde était à Marseille, peut-être pas, les étudiants peut-être sont arrivés récemment, mais vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on est arrivé à appeler la bataille de la Plaine. C'était donc une lutte de quartier contre la requalification, et non pas rénovation, requalification de la place, pour rendre acceptable ce changement de nature d'un espace public populaire, avec une vie nocturne, avec un marché populaire, avec des usages multiples, des usages appelés déviants dans le cahier des charges de la Soléa, parce que gratuits. Tous les usages gratuits de l'espace public, tout ça voulait être changé. Ils n'ont pas tout à fait réussi, si vous voyez la Plaine aujourd'hui. La tactique avait été de laisser la place à l'abandon pendant des années, avec à une permissivité énorme. Là, c'était pas des squatteurs, c'était le parking sauvage. Dès que le marché se retirait,
La place devenait un parking gratuit pour jusqu'à 450, on avait compté 450 voitures la nuit. Donc ça donne un aspect très glauque, l'éclairage public complètement défectueux, souvent la place donc plongée dans le noir, avec ce parking, la place traverser la place, ça devenait franchement inquiétant la nuit. Le revêtement du sol avec des nids de poules partout, etc. Quoi. Et là aussi, quoi, c'est clairement une illustration de cette tactique de l'abandon volontaire, de politique d'abandon, qui justifie ensuite l'espoir qu'ils avaient, c'était que la population ensuite reçoive à bras ouverts, parce que, effectivement, ça a été dit, tout sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui, n'importe quoi. Donc, on va accepter n'importe quel projet de requalification, alors qu'il y avait quand même des enjeux de gentrification et de mise hors la loi des usages partagés de ce lieu, la volonté de chasser le marché populaire, etc. Donc il y avait de vrais enjeux là-dedans. Alors, donc, on voulait aussi ouvrir avec vous des échanges. Donc, il y avait encore quelques sujets qu'on avait envie de toucher, mais si vous avez déjà des questions, des remarques, on vous invite à prendre le micro. Oui. Quel est votre sentiment sur l'état actuel de la peine, sur la réappropriation aujourd'hui de la peine? Ce qu'on en pense ? Ouais. Et ce que vous en pensez, vous, déjà? Oui. En fait, moi, je suis arrivée il y a un peu plus longtemps à Marseille, et c'est globalement un endroit où on peut trouver un peu de cité. Il y a essentiellement des bars, mais j'y vis, c'est pas désagréable d'y vivre, mais je sais pas. Ça marche. Non. Il faut l'allumer. Il n'y a pas de... Oui, ça va, tu parles ouais. direct. Oui, on m'entend. Oui. C'est un vaste débat, en particulier entre les gens qui ont participé à la lutte contre ce projet de requalification. Mais je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a certaines choses qu'on ne regrette pas. Les bagnoles, l'envahissement des bagnoles, par exemple. Je crois qu'il y a peu de gens qui sont nostalgiques du parking sauvage. On peut aussi reconnaître qu'il y a plus d'espace, donc de par la mise à distance des voitures. Il y a beaucoup plus de possibilités d'usage gratuit, chose qu'ils ne voulaient pas au départ, de la place. On peut s'y asseoir plus facilement, et pas forcément sur ces grandes terrasses qui se sont déployées. Ça, je pense que c'est un aspect négatif, les terrasses. Même si ça peut être agréable. Donc il y a des tas de choses. Ça a été, souvent à Marseille, on se rend compte que les gens se réapproprient des espaces qui avaient été pourtant pensés pour les chasser. C'est vrai pour l'espace public, c'est vrai par exemple pour la bibliothèque de l'Alcazar, qui avait été pensée comme un pion pour gentrifier Velzens. Ça avait été dit, plus ou moins clairement, et en fait ça a été réapproprié par la population. Les enfants du quartier qui vont faire leurs devoirs sur les tables, les Chibani qui vont lire le El Watan, les journaux d'Algérie ou d'ailleurs. Et là, il y a un peu ce phénomène-là sur la plaine où les gens se sont réappropriés l'espace. Et alors qu'ils parlaient de conflits d'usage chaque fois pour justifier leur projet de requalification, il y a énormément d'usages qui cohabitent très bien. Le marché fait refluer les terrasses des bars. Quand le marché se retire, les terrasses se déploient. Il y a
des groupes, des populations comme ça différentes qui fréquentent des coins très précis comme ça, voilà, des jeunes Africains qui sont à tel endroit, les skateurs, les jeux d'enfants bien sûr, mais ça c'était prévu. Donc on pourrait presque dire, il y a des gens qui nous disent, en fait, c'était pas un combat d'arrière-garde de se battre contre ce projet, et franchement non. Il faut vraiment le dire avec force, quoi. Il fallait le faire. Et si aujourd'hui, on n'a pas tout perdu de la plaine telle qu'on la connaissait, si elle est encore populaire, c'est parce qu'on s'est battu. En particulier sur le retour du marché. Le marché populaire, c'est très important, c'est ce qui fait le lien avec les quartiers nord, avec tous les quartiers populaires. Les gens qui viennent, les gens qui y travaillent, qui y vendent, et les gens qui y achètent viennent beaucoup des quartiers nord ou des quartiers en tout cas populaires de Marseille. Ce lien devait être brisé, ils voulaient le briser. Ça avait été dit très clairement aux forains, on n'a rien contre vous, mais on ne veut plus les populations, on ne veut plus voir les populations que vous attirez en ville. Ça avait été dit par une élue, hein, clairement. Donc il a fallu se battre pour obtenir ça, il a fallu se battre pour l'usage gratuit de l'espace. Et pour terminer, je pense que vous compléterez, mais là où en fait le projet de requalification, le projet donc de gentrification, d'embourgeoisement du quartier, il vient en fait par la bande, pas directement par le changement de la place, si un peu par ce que je disais, ces grandes terrasses de bar où on a aujourd'hui un style de consommation beaucoup plus anonyme, moins quartier qu'avant. Avant, on avait des bars avec des petites terrasses parce que le trottoir était étroit et la vie sociale se faisait au comptoir, comme dans les bars de quartier. Et donc là, au comptoir, on parle y compris aux gens qu'on ne connaît pas. Il y a une sociabilité qui est plus riche qu'en terrasse. Ça, c'est important à souligner. Mais en fait, ça vient par la bande, ce que je crois que le pire, ce qui vient métamorphoser le quartier, c'est que c'est devenu un quartier branché, comme disait Monsieur Chenoz, un peu plus qu'avant, disons, qui est vendu à l'international. Time Out, le magazine culturel londonien, a élu Notre-Dame-du-Mont, le cours Julien, La Plaine, comme étant le quartier le plus cool du monde en 2024. Alors bon, ce genre de choix comme ça existe pour pratiquement tous les lieux, hein. J'ai vu que Malaga aussi était élu la ville la plus cool pour y habiter, par un autre magazine, par un autre... Donc il faut le prendre avec des pincettes, bien sûr, mais quand même, ça indique que un média anglo-saxon, donc de diffusion par Internet mondial, ça a des implications. Et l'implication, elle vient surtout par le logement, quoi. La métamorphose du quartier, elle va se faire, et elle est en train de se faire à cause des loyers qui flambent. Et on parlait tout à l'heure de Airbnb, ça a un rôle très néfaste dans ce sens-là. D'autres interventions, questions? Voilà. C'est une question parce qu'il y a beaucoup de citations qui ont l'air d'être issues d'élus, de politiques. Et à un moment, ils disent et ils décident, mais il y a quand même des gens qui mettent en œuvre. Et ceux qui mettent en œuvre, ce sont aussi des architectes, des urbanistes et des paysagistes. Et vous êtes là à l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pouviez dire là-dessus. C'est pour toi, ça. Je ne peux pas dire grand-chose. Non, dans le sens, moi je trouve que c'est important d'amener ces questions au sein de l'école, où en fait on forme, on va dire, les techniciens de demain qui vont mettre en œuvre ces projets. En fait là, c'est des visions politiques dont on parle. C'est qu'est-ce que les élus, les politiques, ils imaginent pour la ville de demain. Qu'est-ce que aussi les investisseurs rêvent de pouvoir voir se réaliser comme projet.
C'est compliqué parce que quand on parle aux gens qui mettent en œuvre les projets, en général, les architectes, les urbanistes, les paysagistes aussi, on va les inclure, c'est plutôt des personnes qui ont un esprit critique. Alors là, on n'a pas trop de citations de professionnels. Si, mais... quand même, il y a pas mal de... Donc, on parlait tout à l'heure du directeur de la médiation là, de Marseille République. C'est un technicien, lui, on peut dire. Enfin, c'est un technicien. Ouais, Oui, Il était au service de Vampire, dans le fonds de pension. Oui. Il y a... Le fonds de pension. Je cherche là. En 2004, la rue de la République est achetée pour moitié par Lone Star. Elle est achetée pour moitié en 2004 par Lone Star. Les patrons de Lone Star déclarent avec le maire de Marseille: nous visons 18% de rentabilité annuelle et nous terminerons l'opération dans 4 ans, sur une rue d'1 kilomètre de long. Alors, vous avez fait le calcul, 18% par an sur 4 ans, ça fait... Oh, il y a des matheux là. 18% sur 4 ans. C'est le doublement du capital. 100% de rentabilité. Ok, en 4 ans. C'était invraisemblable. Bon, vous connaissez tous le taux moyen de rentabilité du capital dans le millénaire avant le 19e. C'est 1% par an. Ok ? Au 19e, ça monte, une accélération extraordinaire, rentabilité du capital moyenne de 3% par an. Et là, tu as la fin du XXe siècle, et il arrive un investisseur qui dit 18% par an. C'est ahurissant. Mais ils y croyaient. Ils ont réussi dans certaines opérations. Et après, ça a été la débâcle, puisque vous savez que les Man Brothers, qui avaient acheté la moitié de la rue à Lone Star, vous savez ce qui se passe avec la crise de 2007-2008. Bon, on ne leur refait pas, hein, ils ont l'histoire. Hein. Je voulais juste conclure sur ma réponse. C'était pour dire que, surtout, bon, je parle du côté des urbanistes, on se retrouve, c'est dit un peu aussi que les urbanistes, c'est un peu les mains qui mettent en œuvre cette vision des élus. Et je me dis qu'en fait, discuter de ça, mener ça à l'école, je pense que c'est un bon moyen aussi, d'un côté un peu pour alerter, je parle aux étudiants, et aussi pour être capable de répondre, parce qu'on est quand même, on va jouer un rôle, même si c'est pas nous qu'on prend les décisions, on a un rôle à jouer aussi en tant qu'expert pour amener la question de pour qui on est en train de faire la ville. Et je pense que c'est quand même une partie à prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Ah, il y a l'autre micro, mais bon, c'est pareil. Oui, je connais bien. Vous n'avez pas la nostalgie du Marseille construit sous Napoléon III avec ces magnifiques hôtels qui sont sur le boulevard d'Athènes, sur la Canebière, et qui sont pas suffisamment mis en valeur, et puis c'est comme Belzins, il y a des hôtels particuliers encore à Belzins qui sont magnifiques. Il y a les deux Atlantes qui sont là en bas de la rue d'Aix, qui sont magnifiques. Et vous ne trouvez pas que ce serait bien de rénover tout ça Alors, peut-être, je précise juste qu'on n'est pas contre la rénovation, hein, mais avec une attention, et je pense notamment là à la question du patrimoine, au danger que ça peut apporter, vider le bâti de ses habitants. Donc c'est là la question dont on parle. Et je pense à l'exemple plus éclatant de Venise, où en fait c'est une ville qui est du patrimoine. J'ai un de mes meilleurs amis qui vit là, en centre de Venise, et Venise c'est vide de ses habitants. Donc en fait on conserve le bâti, mais on va là-bas pour le visiter comme si c'était dans un musée. Donc c'est plus le côté vivant. Et aussi une ville qui se vide de ses habitants, et notamment pour Venise, par exemple, c'est une ville qui meurt parce qu'il n'y a plus d'entretien, parce qu'il n'y a plus... donc c'est une rénovation patrimoniale, de muséification de la ville qui n'est pas forcément vraiment bénéfique pour les patrimoines non plus. C'est mon point de vue. Hein. Je sais pas si... Moi, je voudrais vous interroger sur ce que vous avez dit un très grand nombre de fois. Ils font ci, ils font ça. Alors, la difficulté de ce île, je ne vais pas vous mettre mal sur le île, mais la difficulté, c'est que
le moteur économique qui permet d'acheter, de faire bouger les choses, c'est des lignes d'ordinateurs qui sont amenées par des personnes qui donnent de l'argent, qui essayent de faire de l'argent, mais qui ne savent même pas pourquoi. Donc, ils ne veulent rien pour Marseille, ils ne savent même pas que Marseille existe, ils veulent juste avoir des rentabilités sur leur ligne informatique. Donc ça, c'est tout un ensemble de facteurs importants qui poussent. Il faut faire de la rentabilité à 2 chiffres, pas un chiffre, et point trait. Bon, mais eux, ils ne veulent rien pour Marseille, ils savent pas, en fait, ils s'en foutent que ça vienne. Après, on a, à l'autre bout, je crois à l'autre bout, les élus. Eux, les élus, c'est plus facile de voir qu'ils savent quelque chose, puisqu'ils sont là, ils sont élus par les gens de là, c'est leur ville, ils voient comment elle est, donc on peut dire ils ont un point de vue sur la question. Mais leur point de vue essentiel, c'est quand même d'être réélus. Et pour être réélus, il faut qu'ils soient soutenus financièrement et qu'ils trouvent des électeurs, non pas justement, on peut bien larguer la moitié des électeurs de la ville, parce que ce n'est pas ceux-là qui vont les élire. Et ce n'est pas ceux-là qui vont leur donner les moyens d'être élus. Donc eux, leur truc, c'est être élu. D'une certaine façon, c'est pas être gestionnaire de la ville, c'est pas rendre des comptes aux habitants, c'est pas remplir des mandats, c'est juste être élu. Et puis, sur tout un tas intermédiaire entre tout ça, on a tout un tas de secteurs, alors je ne sais pas quoi, des notaires, des architectes, des urbanistes, des médiateurs, tout ce que vous voulez du reste et de son contraire, qui chacun suit un objectif qui n'a pas forcément de rapport avec ce que va devenir Marseille ou ce que vont devenir les habitants, etc. Et moi, c'est ça que j'entends quand vous dites « ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Sauf que cette complexité qui fait qu'une fois qu'on a choisi de faire de l'argent, eh ben, il y a tout un tas de petites niches qui vont se déployer. Il y a l'individu, le mauvais propriétaire qui va essayer de se faire, lui, sur ses 50 mètres carrés, le maximum de fric. Et puis, il y a une banque, et puis il y a ci et ça. Et donc, c'est ce « il » indéterminé que vous désignez, enfin, à juste titre, qu'on voit bien fonctionner, enfin plus ou moins bien fonctionner, qui ne permet pas de dire ni il y a eu un plan d'urbanisme pour Marseille, parce qu'il n'y en a pas eu un, il y en a eu plein, et des bons et des mauvais, pour tel quartier et pour tel autre quartier. Et quand vous dites la stratégie de l'abandon, mais la stratégie de l'abandon, effectivement, comme vous l'avez dit fort justement, elle existe depuis longtemps et de partout, etc. Mais regardez ce que signifie la stratégie de l'abandon. Ça signifie 30 ans, au moins 30 ans. Il faut au moins 30 ans pour vider un quartier, pour le déprécier, pour le racheter. Donc ça veut dire que c'est déconnecté d'individus. On ne peut pas dire c'est tel individu parce que 30 ans après il est mort, quoi, enfin quasiment. Donc il y a toute cette espèce de marge compliquée que vous essayez de soulever, et je crois que c'est important aussi de montrer cette imbrication compliquée, parce que ça serait bien de pouvoir dire c'est la faute d'eux, quoi, ouais, ou on a mal choisi ça. Il y a Patrick qui veut le... Merci Sylvette Denef, vous vous êtes pas présentée, de cette intervention, parce que c'est la grande difficulté. On n'a pas un dictateur qui dit je casse un quartier, machin. On a tout un ensemble de positions dans le capitalisme qui sont dans des positions différentes. Tu parles du petit propriétaire qui a 4 appartements, ou dans ma rue, la rue Barthélemy, il a acheté un immeuble, il fait 18 appartements, il y en avait 4. Donc il y a toute cette variété. Tu as la banque qui va acheter, voilà, tu as Lone Star qui va acheter la rue de la République, tu as les fonds d'investissement qui vont acheter l'autre moitié de la rue de la République, ça s'appelle Euraseo, l'autre moitié, ils ont vendu depuis. Donc il y a tout un ensemble de stratégies différenciées qui prennent place souvent de manière contradictoire. Souvent de manière contradictoire, ça va pas ensemble. Hein. Parce qu'en même temps, par exemple, sur la rue de la République, il y avait l'abandon des populations, mais il y avait les super maxi investissements d'Euromède sur le tramway, sur le parking dessous,
sur les façades, etc. Et la réponse, la question, c'est qui c'est qui fait la régulation? Et très, très simplement sur Marseille, c'est Euromed qui devait faire la régulation, notamment arrêter cette politique de spoliation des commerces et de la population de la République. Mais, à cause de leurs contradictions politiques, à cause de leur orientation aussi, ils ne veulent pas. C'est quand même, Euromed, c'est quand même des gens qui sont au service du développement urbain, de la ville, de la modernité. Vous entendez ces mots-là souvent, hein? Modernité, il faut être moderne, machin, etc. De la rentabilité, de l'attractivité. C'était le grand slogan. Marseille attractive pendant 25 ans. Okay, bon, on ne gagne plus du tout d'habitants, mais donc ils le disent un peu moins. Mais enfin, c'est quand même dans leur tête, ça, hein, attractivité. Et donc, il devait y avoir une régulation semi-étatique avec Euromed. Et en fait, on a continué dans la dérive néolibérale. Ce qui se construit là, pour nous, on l'a écrit hein, sur le site Centre-Ville pour tous. On vient de publier un texte assez sérieux là-dessus. Ce qui se construit dans Euromed, c'est un futur QPV. C'est présenté comme le nouveau cœur de Marseille par Bouygues. On dit, vous allez vers un futur QPV. C'est trop dense, il n'y a plus d'espace public, il n'y a aucune vie possible dans ces tours. Sinon, c'est comme à New York, quoi. Je veux dire, on est dans la rue et puis on va d'un endroit à l'autre, mais on ne reste pas. Et ça finira par une dévalorisation. Hein. Ça a commencé d'ailleurs. Donc, la régulation ne fonctionne pas. Ok. Je peux ajouter quelque chose? Non, juste que, en fait, c'est, comme dit Patrick, c'est complexe, comme vous le dites aussi. Mais quand on dit il, là, souvent, c'est il ou elle. C'est des personnes qui ont un nom et un prénom et qui ont dit des choses à un moment donné. Donc, ils ont contribué par l'accumulation des actions dans les 30 ans d'abandon. Ben, pourquoi on arrivait à avoir cette condition? C'est parce que tous les individus qui ont eu un rôle décisionnel, opérationnel à un moment donné, ils ont aussi contribué à que ça se fasse avec les temps. Et bon, puis, si on veut, derrière tout ça, évidemment, il y a les marchés néolibéraux, c'est la faute au capitalisme. Mais, donc, c'est les capitalistes. Mais globalement, la question est aussi qu'il y a des personnes qui ont un rôle et qui ont un pouvoir et qui ont aussi une violence envers, pas tellement les patrimoines, mais les habitants, et notamment les habitants les plus fragiles, les plus démunis, qui habitent les centres-villes de Marseille dans des immeubles qui sont évidemment à rénover. Mais la question est, est-ce qu'on ne peut pas les rénover? Et donc c'est là la question aussi, je pense, de Patrick, des militants des associations, c'est le droit au retour, comme le collectif du 5 novembre, avec les chartes de relogement. Oui, alors, et c'est un peu le discours de la plaine aussi. Est-ce qu'on doit garder un endroit en mauvais état, dégradé, où on se sent mal, où on n'est pas bien, pour éviter la gentrification, pour pouvoir rester chez nous, au moment où on a de l'argent public qui intervient pour le rénover, voilà, on n'a plus les moyens d'y rester. Et donc la question de la régulation est importante, que ce soit des loyers, que ce soit... Voilà. Donc, pardon. Il y avait d'autres questions. Ah oui, pardon. Je voulais rajouter une chose, c'est un faisceau d'acteurs. Il y a effectivement... l'éventail est très large entre des géants du BTP, des fonds de pension et un investisseur comme le gars que j'ai cité tout à l'heure, là, qui investit, qui achète 2 immeubles et qui fait du Airbnb. C'est bien sûr, on n'est pas du tout à la même échelle, mais on est dans un même mouvement, hein, une même logique. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand même, moi, je trouve que c'est moralement insupportable, cette façon de faire la ville contre ses habitants. Et ensuite, c'est dans le cas de Marseille, on est quand même dans un cas grotesque, grand-guignolesque, de changement pensé de manière complètement... abstraite en fait, et ça donne des territoires, ce que j'appelle dans l'introduction du bouquin, des coquilles vides, hein, c'est
l'exemple même, c'est la rue de la République. Donc il y a cet immeuble dévitalisé, mais après il y a eu, peut-être on le voit un peu moins, c'est un peu mieux camouflé maintenant, mais il y a eu un moment où il n'y avait que des panneaux en trompe-l'œil là, qui montraient des commerces qu'on aimerait bien voir. Et en fait on voit défiler des commerces, des enseignes prestigieuses, selon eux, qui viennent s'installer puis qui repartent. Oui, c'est ça, sont toutes reparties. Et en fait, donc, on a chassé une population, on a fermé des commerces qui fonctionnaient, mais c'était sur une avenue, c'était une hérésie totale du point de vue de l'urbanisme dominant. C'était au pied de ces immeubles majestueux, peuplé par des classes populaires, il y avait des petites épiceries, un boucher, un magasin de corsets, quelque chose qu'ils ne veulent plus voir, parce que pour eux, c'est le passé, ça n'apporte pas de richesse, ça n'apporte pas de taxes professionnelles, comme un beau centre commercial. Et en fait, souvent, à Marseille, on se retrouve avec on dévitalise, ils sont très forts pour détruire, mais pour reconstruire autre chose après, outre des quartiers comme aux Crottes ou près du marché aux Puces, des quartiers qui effectivement seront dégradés probablement, et des choses que Bouygues ose appeler des éco-quartiers, non ? Les fabriques, là. Un quartier où l'on travaille et réinvente ensemble, c'est les affiches publicitaires de Bouygues. Et quand on visite, comme la fois où vous aviez organisé cette balade là, commentée, on s'amusait avec un copain à se dire, alors le point de deal, là, le réseau, il va s'installer où là, dans 5-10 ans là, c'est quelque chose, c'est du béton, ils osent appeler ça éco ou Smart Say, c'est des noms fabuleux. Trop beau. Et en fait, on sent déjà, il y a en germe tout ce qui va faire que ça sera un habitat dégradé dans quelques années. Une question Pourquoi- encore là. pourquoi ne dites-vous Il y avait pas- juste une question derrière, je sais pas si... Oui, moi c'est frappant. Merci pour cette collection d'expressions. Ce sont des expressions effectivement qui révèlent une grande violence. Et puis avec ce que vous disiez, c'est très intéressant. Pourquoi cette question s'est fondée sur une défiance vis-à-vis d'une population qui ne serait pas légitime. Et c'est quelque chose qui est frappant quand on l'étudie ou quand ça nous est révélé. Et ça fait écho à une autre parole qui, elle, est moins publique et pas publiée, et mais qui aussi partage cette défiance pour une partie, et qui m'a frappé, moi, quand parce que j'ai rejoint la ville de Marseille, et ça répond aussi un peu à la question qui fait quoi. On a les fonctionnaires territoriaux, c'est l'histoire. Et une partie partage cette culture. Voilà. Et c'est assez frappant sur ce territoire d'avoir des gens qui ont peur de leur population. Et bon, c'était frappant. Moi, j'ai rejoint en 2020. Je me suis occupé des périls, du service des périls. Et c'était étonnant parce qu'on sortait des manifs, des marches du logement, où c'était la population moyenne, un peu tout le monde tout le monde se faisait gazer. Bon, c'était la bagaille, de toute façon, il y avait les gilets jaunes et tout, la préfecture, ils ne savaient plus quoi faire. Entre la marche du climat, un jour il y avait la marche du climat qui descendait, les gilets jaunes, il arrive à la marche du climat en chantant et tout, ouh là là, ils se sont fait gazer comme tout le monde. Mais parmi les gens qui se sont fait gazer, il y avait la classe moyenne qui est descendue dans les rues. Oui. Et puis il y avait les élus actuels. Je pense que notre maire actuel, il s'est fait gazer ce jour-là. Il y a plein de gens qui se sont fait gazer. Des amis urbanistes, on était là au milieu du gaz, et en fait, après, aller à la ville, les fonctionnaires territoriaux étaient terrorisés par nous. Ils étaient terrorisés, ils étaient une défiance de la population, mais pas que de la population étrangère, stigmatisée ou racisée, de la population de Marseille. Voilà. Mais c'est frappant
Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie des fonctionnaires territoriaux qui n'habitent pas à Marseille et qui viennent empocher un salaire confortable et parce qu'il est corrélé à la taille de la ville. Voilà. Qui fait quoi? Enfin voilà, on a des professionnels, des techniciens, enfin qui font la ville, et puis il y en a qui aussi participent à exploiter la ville. Et donc, pour finir, cette parole, elle est moins publique, mais je pense que dans les archives de la ville, il y aura matière à faire. De la cause, vous parliez des thèses qui se font là-dessus, et je pense que sur ce qui s'est passé en 5 novembre, dans ce qui a suivi, là, il y a des mines d'or pour des thèses futures sur comment se sont fait notamment les évacuations. Oui. Alors je peux préciser pour les étudiants en particulier. Donc pour les étudiants en particulier, vous allez voir, vous tapez sur la revue. Merde. Bon, ça va me revenir, j'ai oublié. Il y a une thèse de Laure Cereza, qui est une thèse comparative, qui vient d'être, qui n'est pas encore dans le grand public, mais qui est dans des revues spécialisées en ligne. Donc, elle a fait une comparaison entre Rio et Marseille, et politique de rénovation urbaine. Donc, vous avez la thèse de Marie Béchon. Voilà, je voulais en parler. Qui s'appelle La ville de papier, Euromède ou La ville de papier. Voilà. Et donc, qui va donner lieu à des publications et qui est une vision interne d'Euromède sur comment les techniciens travaillent, quel est leur rapport aux politiques, quel est leur rapport aux habitants, etc. Et voilà. Donc, Laure Cereza, c'est comment ils ont vidé les crottes avec des techniques beaucoup plus intelligentes que du temps de la République. Je ne vais pas le détailler ce soir. Et Marie Béchon, c'est comment la technicité posée avec des gens plutôt bien, plutôt progressistes, pas contre les gens, pas contre les pauvres, etc., font la ville de papier, ce qui est en train de se construire à Euromède D. Et ensuite, il y a une troisième thèse qui n'est pas encore publique, enfin qui est publique, bien sûr, dans les réseaux scientifiques, mais qui n'a pas donné lieu à la publication, qui est celle de Charles Réveillère, donc qui est un chercheur en sociologie urbaine, et qui porte notamment sur les fausses négociations ou la fausse participation dans les opérations de rénovation urbaine sur plusieurs quartiers de Marseille. Comment les appareils politiques, je dirais, et financiers construisent des dispositifs qui ont l'air participatifs et qui sont totalement imposés dans le coup. Voilà. Je voulais citer ces trois choses parce qu'on en reparlera quand on les rendra. Avant de vous repasser le micro, je voulais voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient envie de parler, qui n'ont pas pris la parole, ou qui avaient envie de réagir. Ah, il y a les micros là. Bonsoir. Vous l'aviez dit, mais je crois qu'on peut insister sur le fait que Euroméditerranée, la rue de la République, c'est une spéculation un peu bizarroïde dans le sens où ils détruisent de la valeur. La rue de la République, ils ont détruit des gens, les vies des gens, ils ont détruit des commerces énormément, mais à la fin, ils n'ont pas fait d'argent. Les intermédiaires ont fait de l'argent et tout. La petite classe parasite, qu'on peut qualifier de parasite pour certains vraiment intrinsèquement, a fait de l'argent autour. Sur la Joliette, les prix, ça peut se vérifier sur les valeurs foncières, les prix commencent déjà à baisser, 1 à 2% par an des premiers. Donc nous avons un système de spéculation qui coûte très cher à l'État, qui essore quelques investisseurs naïfs, mais in fine, non seulement ils ont fait partir les pauvres avec des discours basés sur la haine, mais comme c'est basé sur la haine encore plus, ça c'est en ce sens que le livre est très bien, comme c'est basé sur la haine encore plus que sur le lucre, car c'est un discours de destruction, et bien à la fin, ils ne font même pas d'argent. Mais par contre, il y en a une partie, si ils vendent, mais la valeur finale, elle est négative, parce qu'on sait très bien ce que ça va donner très rapidement. Mais par contre, il y a une catégorie qui fait de l'argent, c'est le marchand de sommeil ou le quasi-marchand de sommeil, parce que les gens, il faut bien qu'ils habitent quelque part.
Et donc l'augmentation, on a parlé de BNB, mais il faut parler également des loyers, il faut parler de l'augmentation de la population dans le 3e arrondissement. Les gens qui ont de moins en moins de voitures doivent habiter à un centre-ville. Par conséquent, s'il y a une classe bénéficiaire de tout ceci, ben c'est l'investisseur marseillais typique, qui est en général, pas toujours, mais dans les faits, bien raciste anti-pauvre et bien raciste toujours, et qui, lui, par contre, est un grand bénéficiaire. Donc c'est une opération, même s'ils ne l'avaient pas prévu, ils avaient leurs rêves ridicules et tout, mais bon, finalement, il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui s'en sortent et qui s'en sortent de mieux en mieux. Et ce sont les gens qui votent pour les gens qui sont cités dans le livre. Je crois que... Donc, il reste quand même encore un peu de boulot. Je ne pense pas que l'échec lamentable de leur opération subitement leur fasse venir la lumière et qu'ils prennent conscience et qu'ils s'amendent. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une spécificité marseillaise, la spéculation qui ne spécule pas. Oui, allez-y, faites passer le micro. Si vous voulez. Il y avait... Tu as demandé, non? Oui. Oui, allez-y. Non, je sais. Le micro circule. Merci, oui. C'est ce que je voulais dire, c'est de rejoindre ce que vient de dire son interlocuteur, c'est que vous n'avez pas dit que dans ce travail, entre guillemets, de rénovation plus ou moins bien faite, il y a aussi beaucoup de Marseillais qui sont qui y participent et qui sont marchands de sommeil ou qui louent du Airbnb. Et parmi les marchands de sommeil, il y a même des élus. Oui. Votre discours dit quand même beaucoup, vous axez tout sur le fait que ce sont des gens extérieurs, fonds américains, etc. Mais il faut aussi dire que... Oui, c'est le capital qui est extérieur. Non, mais juste dire une chose, en fait, on n'a pas tout dit ce qu'on voulait dire. On s'est arrêté à moitié parce qu'on avait encore plusieurs pages de sujets à toucher. Donc on est arrivé là, on a réévoqué cette histoire de la rue de la République, mais loin de nous de vouloir limiter à cette vision les choses, au contraire. Oui, non, en aucun cas, la thèse serait que Marseille est colonisé par des gens sans foi ni loi et tous les Marseillais, au contraire, sont des gens fort sympathiques, pas racistes, tout ça. Non, définitivement non. Et ce que j'aborde, je ne suis pas le seul à le dire dans l'introduction, c'est la spécificité, une autre spécificité marseillaise, c'est le fait que sa bourgeoisie, le rôle historique de la bourgeoisie marseillaise a été tronqué, amoindri par l'hypercentralisme français. Toutes les citations peuvent se lire aussi dans ce sens-là, quand on commence par la citation de Louis XIV qui est inscrite, qui est gravée en latin sur le fort Saint-Nicolas et qui dit que ces forts, avec ses canons tournés en grande partie sur la ville, a été construit pour protéger le royaume et la ville d'une trop grande passion de Marseille pour la liberté. Ça, c'est une piste qui est importante et on en a les conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une élite locale complètement exsangue au niveau de ses ambitions et de ses moyens. C'est-à-dire ce n'est plus des armateurs, ce ne sont plus des industriels. Comme je disais tout à l'heure, les colonies, c'est fait, comment on disait, le temps béni des colonies, c'est fini. L'industrie, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, le port autonome est aux mains de l'État, l'emploi est aux mains de l'État avec la fonction publique. La bourgeoisie marseillaise n'a plus grand-chose à voir dans les destinées de la ville. Et on le voit avec chaque fois, ça revient encore ces jours-ci, toujours cette menace de mettre sous tutelle la ville. C'est la copine marseillaise de Macron qui l'a dit encore il n'y a pas longtemps. Après les effondrements de Noailles, ça avait été dit. C'est Agresti-Roubache, il y a 2 mois, et elle a eu avant l'élection, avant la dissolution.
Avant la dissolution, Macron avait décidé que cette dame-là, Sabrina Castier-Roubache, serait la future maire de Marseille. Ouais. Juste pour finir, mais je te laisse la parole après. Juste pour finir, la bourgeoisie marseillaise n'est grosso modo plus active que dans la pierre. Elle investit dans la pierre, dans le foncier. Et c'est devenu ce n'est plus la grande bourgeoisie, voilà, des armateurs et des industriels. C'est une petite bourgeoisie de propriétaires avec tous les préjugés de leur classe, effectivement, les préjugés racistes, anti-pauvres, et qui investissent et qui, effectivement, arrivent à, y compris les élus, à devenir des marchands de sommeil. C'est-à-dire à investir de manière terniste, en louant, en acquérant des immeubles insalubres, ou même par petits bouts des appartements insalubres, et en les louant aux pauvres. Il y a en note, je lis rapidement là, il y a une étude de l'INSEE qui dit qu'à l'échelle de la ville, 11% des ménages possèdent 57% des logements. Chez ceux qui possèdent plus de 10 logements, les appartements se révèlent plus petits que la moyenne et les résidents plus pauvres. L'étude montre ainsi que 38% de leurs locataires ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, quand cela, globalement, au niveau de la ville, concerne un quart de la population. Les marchands de sommeil font de l'hébergement des plus précaires un commerce rentable. Voilà. Et ça fait le portrait des élites marseillaises, je crois, assez cruelles. Et ils passent en procès en ce moment, donc, à la caserne du Nuit. C'est vrai et complètement indéniable, quoi, cette réalité-là. Peut-être on parle du contemporain et du procès. On conclut sur l'actualité. Ouais. Eh ben, juste pour lancer les sujets, moi je trouvais qu'il y a une initiative aujourd'hui qui est celle de collectif du 5 novembre, donc qui a organisé un suivi public, populaire de ce procès. Donc il y a des personnes qui vont aux séances d'un procès qui a commencé le 7, il me semble, et qui va durer jusqu'au 18 décembre. Donc plus d'un mois, et plusieurs personnes qui vont se relayer pour assister et pour faire un retour. Donc il y aura des assemblées populaires pour restituer ce qui a été dit dans les tribunaux. Et je passais devant l'autre jour un crieur public, alors je n'ai pas capté tout de suite, mais en fait c'était aussi des personnes liées à cette initiative qui restituaient sur la Canebière des choses dites lors du procès. Et notamment, il y avait, je crois, je ne sais pas si c'est qui va raconter ça parce que je n'ai pas tout entendu, mais quelqu'un qui pleurnichait et disait voilà, j'ai été affiché partout dans la ville. Donc, c'est Cachard, Xavier Cachard, donc, qui était un des copropriétaires de 65. Et donc, effectivement, il y avait eu des initiatives d'habitants mobilisés sur cette question de logement qui avaient fait des affiches wanted. Il me semble que c'était avec différentes personnes qui étaient soupçonnées, mais bon, soupçonnées à bon droit d'être impliquées dans les responsabilités. Et en plus, donc, il était élu aussi. Donc, donc les crieurs publics le citent, se plaindre lors du procès, il a vu son image placardée partout en ville, et même que son effigie, une poupée à son effigie a été brûlée lors du carnaval de la Plaine. Donc ça me faisait bien écho à l'effet de reporter des mots qui sont dits là. Et je pense que pendant les procès, il y aura beaucoup de choses qui seront dites, qui vont faire écho aussi à des choses dites dans le passé, et même dans une séquence un peu de cause-effet, là où on se retrouve. Ben oui, en deux mots, le procès dure quand même jusqu'au 18 décembre, officiellement. Dans les 2 semaines qui viennent, pas tellement celle-ci, mais les 2 après, il y a tous les témoignages et contre-témoignages, notamment les accusations
contre les propriétaires, les élus, Xavier Ruas, l'adjoint au maire qui ne faisait pas son boulot, qui ne signait pas les arrêtés de péril, hein, du coup les gens restaient dedans. Et donc ça va être rythmé quand même par des rendus. Donc c'est en train d'être mis au point, soit le vendredi, soit le lundi, mais enfin au moins une fois par semaine. Alors pour vous informer de ça, vous pouvez aller sur le site du collectif du 5 novembre, hein, vous tapez collectif du 5 novembre, vous avez tout un calendrier qui est affiché. Et vous allez aussi, nous on recommande beaucoup, vous vous abonnez à Mars Actu, et qui est pas cher du tout, qui est très bien, qui est un journal indépendant, et qui fait un compte-rendu heure par heure. C'est-à-dire que sur leur site, depuis le début du procès, à Mars Actu, ils ont ouvert, et toutes les heures, vous avez, voilà ce qui vient de se passer, voilà ce qui vient de se passer. Et vous pouvez aller suivre ça, et puis regarder un peu nos sites, là, Centre-Ville pour tous, collectif du 5 novembre, où on va annoncer une série quand même de restitutions et d'événements, notamment sur le grand mensonge, puisque si vous avez bien compris depuis la semaine dernière, personne n'est coupable. Les avocats de Ruas ont dit, mais moi j'y étais pour rien, on ne me présentait pas de dossier. Vous n'avez pas de dossier, je ne signais pas, on ne me présentait pas de dossier. Les techniciens disent, Ruas et les autres en haut là, ils ne signaient jamais rien, donc on a fini par plus faire le boulot. Voilà. Marseille Habitat, qui était quand même propriétaire du 63, a demandé au juge d'être sorti de la procédure parce que les experts n'ont pas prouvé qu'ils étaient coupables. C'est quand même gonflé, quoi. Hein, alors que c'est un des facteurs de l'effondrement. On ne dit pas que c'est le principal. Donc c'est intéressant de suivre ça parce que vous allez assister à un déballage de grands mensonges. Et en face, vous avez quand même une équipe judiciaire extrêmement sérieuse, extrêmement compétente. C'est la même équipe qui a condamné Galas. Vous voyez qui c'est, Galas? Non, les jeunes n'y voient pas. 120 logements. Il achète 5 immeubles et 3 ans après, il a 120 logements. Et l'appartement qui est là, de 3 pièces, il en fait 6 pièces. D'accord? Marchand de sommeil absolu. Et cette même équipe judiciaire a mené un procès très approfondi qui a duré 3 semaines et il l'a condamné. Il est en prison pour 4 ans. C'est une première en France. Et ils lui ont piqué les 2 immeubles dans lesquels il exploitait honteusement des gens. Voilà. Ancien policier. Quand on dit ancien policier en plus. Oui. Police aux frontières. Ancien policier, police aux frontières, ce qui permet d'avoir les bonnes références pour mettre des gens dans les taudis. Hein. Donc voilà, on vous invite à suivre ça. Moi je remercie beaucoup l'IMVT, toute l'équipe et Martha Stala d'avoir monté ça. Hein. Vas-y. J'ai assisté à 2 journées du procès pour l'instant. La première journée, jeudi de la semaine dernière, et avant-hier. Et avant-hier, à la demande du juge, il y a une lettre envoyée, parce que tu parlais de Ruas et du fait qu'il n'avait pas été prévenu de ces problèmes. Il y a la preuve qu'un an avant, en octobre 2017, il y a un cabinet d'experts en structure, donc ingénieur structure, ingénieur béton, on dit aussi, qui était venu inspecter le 67 rue d'Aubagne, qui est dans le mur porteur commun avec le 65 flambé dangereusement. Ils étaient venus l'inspecter. Il y avait déjà des jauges depuis 2014. Et au vu de l'évolution du mouvement de l'immeuble, ils écrivent une lettre vraiment très claire. Il n'y a pas de jargon technique incompréhensible, c'est très très clair. Ils parlent d'urgence et ils l'adressent au service des périls de la mairie, à M. Ruas, en leur demandant d'intervenir en urgence et d'étayer en urgence cet immeuble, le 67, en attendant d'une intervention de pérennisation et de sécurisation de cet ouvrage ou de sa destruction. C'est dit très clairement, un an avant. Mais il paraît qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir la lettre, monsieur Ruas. Et c'était assez remarquable que le juge demande à ce que ça soit projeté sur comme la salle est grande, il y a énormément de monde. Ça a été projeté longuement. On a tous eu le temps, j'ai eu le temps de retranscrire comme ça à la main
tout ce qui était écrit dessus. Et c'est un acte d'accusation terrible pour eux. Oui, et si j'y vais, c'est parce que tu as fait un petit coup de pub pour Mars Actu, je vais en faire un pour CQFD. Donc, le Chien Rouge, éditeur de La Ville sans nom, c'est les éditions de CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociale, fabriqué à Marseille mais diffusé dans toute la France. Et donc, si j'assiste dès que je peux au procès, c'est pour en faire une chronique dans CQFD, dans le numéro de décembre et de janvier. Alors, en janvier, il y aura un dossier dessus. Bah, s'il y a plus de questions, on s'est dit qu'on libère la bibliothèque.